Parfait. 10.05. C'est la période de questions du public. Alors, comme à l'habitude, on a reçu les questions à l'avance par formulaire web. Alors, Madame Châteauvert, je vous invite à nous lire la première question, s'il vous plaît. Alors, la première question provient de Madame Josée Migraine. Au cours des 3 dernières années, vous avez abattu au moins 10 frênes sur l'avenue de Lorimier entre Port-Royal et Henri Bourassa. Qu'attendez-vous pour replanter des arbres afin de remplacer les arbres abattus pour lutter efficacement contre les changements climatiques et embellir la rue la plus laide du quartier? Depuis plus de 30 ans, l'avenue de Lorimier sert de voie de contournement pour éviter le trafic sur l'autoroute 19 Papineau-Nord. Les voitures roulent à plus de 70 km/h et on voit passer une dizaine de voitures aux 20 secondes à l'heure de pointe. Alors que vous multipliez les mesures d'atténuation de la circulation dans certains quartiers privilégiés, cette avenue est toujours aussi dangereuse. Qu'attendez-vous pour installer un sens unique direction sud entre Sauvé et Fleury pour empêcher les voitures de remonter vers le nord jusqu'à Henri Bourassa et les forcer à rester sur Papineau? Alors, merci. Pour répondre à la question, je passe la parole à M. Jérôme Normand, le conseiller du district. Oui, merci beaucoup. Donc, je vais commencer par la deuxième partie de la question au niveau de l'aménagement de la rue de Lormier. C'est une suggestion qui est intéressante. On a eu plusieurs préoccupations de soulever par rapport aux 2 rues de Lormier et de Lille dans le cadre des études qu'on a faites avec la population sur notre plan local de déplacement. C'est pas évident parce que la rue de Lormier et la rue de Lille sont les 2 seules entre Papineau et Saint-Michel à traverser la voie ferrée, donc vers Charland. Ça a un impact notamment sur les trajets de plusieurs autobus, 3 notamment, sur les lignes de camionnage, sur les déplacements vers les écoles. Donc, il y a plusieurs enjeux liés à ça. C'est pas une petite mesure de changer un sens de rue sur de Lormier et ou sur de Lille, mais c'est quelque chose qu'on étudie et que je souhaite qu'on puisse trouver une solution là, durable dans les prochains mois. Ensuite, par rapport à la première partie de l'intervention sur l'abattage des arbres, il faut savoir que lorsqu'on on est arrivé au pouvoir, notre administration tout de suite a identifié le fait que l'arrondissement avait malheureusement pas la capacité de planter autant d'arbres qu'il abattait. Et on a voté un montant de 2,9 millions là, pour garnir les équipes puis rattraper ce retard-là. Puis Mme Tullier en a parlé en ouverture du conseil d'arrondissement. On a cette année enfin planté 963 arbres, donc au-delà du seuil qu'on s'était fixé. Et on est en mode rattrapage. Ceci dit, ça prend encore du temps. Il y a des requêtes qui étaient là depuis longtemps. Vous m'avez interpellé sur cette question-là en 2018. On en a parlé à nos équipes. Puis je me rappelle qu'en juin 2019, on l'a réitéré. Donc, peut-être que M. Paquin, notre directeur des travaux publics, pourrait nous dire là, dans quel horizon on pense pouvoir replanter les frênes qui ont été coupées sur la rue de Lormier. Oui, bonsoir, merci. Au sujet de ces frênes en particulier, il y a plusieurs éléments là, qui viennent en considération, qu'il faut prendre en considération. Donc, c'est est-ce qu'il y avait des travaux prévus sur la rue? Nous aussi, on essaie pour maximiser nos opérations, on essaie d'assurer de certaines continuités. Donc, si on avait d'autres plantations vues sur la rue de Lorimier, on va profiter du fait que oui, il y avait les abattages des frênes. Puis nous, on va essayer de bonifier aussi les emplacements potentiels sur la rue. Donc, je pourrais vous revenir là, parce que je ne savais pas dans la question là, que moi, j'ai réussi à avoir. Je n'étais pas capable de déterminer que vous parliez des frênes sur la rue de Lorimier. Mais je vais faire ma petite recherche, madame, puis je vais vous revenir par courriel ou je vous téléphonerai ou un membre de mon équipe communiquera avec vous là, pour vous donner un meilleur espace-temps des prochaines étapes. Merci beaucoup. On peut passer à la question 2, s'il vous plaît. Elle provient de Mme Diane Thibaudou. J'aimerais connaître le compte-rendu des procédures légales prises à l'encontre du marché Tropic Léo qui se tenait le 5 octobre 2020 en regard au constat d'infraction relatif au système d'épuration de ce commerce, tel que mentionné par M. Côté lors du conseil du 14 septembre 2020 et pour lesquels une pénalité de 40 000 $ a été imposée en février 2019. J'aimerais rappeler ici que l'objectif de l'arrondissement était de compléter l'encadrement des émissions générées par les fours de cuisson au bois et au charbon pour l'année 2019, ce qui ne semble pas le cas ici. Les articles de la loi sur la qualité de l'environnement
sont pourtant très claires quant au système d'épuration et leur fonctionnement et je me questionne quant à leur application et au délai interminable pour les imposer dans notre arrondissement. Merci beaucoup. Alors, pour répondre à cette question, je passe la parole à M. Gilles Côté, directeur du développement du territoire. Oui, juste vous mentionner dans un premier temps, c'est le service de l'environnement qui est le responsable de ce suivi-là avec Tropic Léo pour l'environnement, c'est ça, pour le suivi. Donc, il y a eu une audition le 5 octobre 2020. Ce qu'on a eu comme information, c'est que l'avocat de la Ville a accepté de reporter le dossier à la demande de l'avocat de la Défense qui va avoir lieu le 4 décembre 2020 pour la prochaine audition dans le dossier. Voilà. Merci. Donc, on peut passer à la question suivante. La prochaine question provient de Mme Caro Chen. Que va faire l'arrondissement pour réduire l'achalandage autour du parc Henri-Julien? Mes enfants ont peur de traverser la rue. Si Montréal cherche à garder ses familles à Montréal, il faut commencer à les protéger. Que faut-il faire pour que notre secteur d'Annecy, Basile-Routier, entre parenthèses, soit aussi beau, propre et ait des pistes cyclables comme les autres quartiers? Merci. Alors, pour répondre à la question, je passe la parole à M. Adrien Parizeau, qui est le conseiller du district. Oh, M. Parizeau, on ne vous entend pas. On ne vous entend toujours pas, mais on vous entendait tout à l'heure. Oui, on va passer à l'autre question. On vous reviendra tout à l'heure. Alors, on va passer à la question suivante, qui est la question 4. Madame Châteauvert, on ne vous entend pas. Est-ce que vous m'entendez, moi? Ah, ben oui, bon, on vous entend maintenant. Bon. Super. Alors, revenons à la réponse de la question 3. Merci pour votre question. Il faut savoir, c'est sûr que dans les dernières années, au Parc Henri-Julien, il y a eu beaucoup d'investissements qui ont été faits par la Ville-Centre, là, autant le terrain de rugby que les terrains de baseball. Donc, on est bien conscient qu'il y a eu un changement aussi qui a été amené par ces investissements-là, qui sont un peu plus supra-local, donc qui sont utilisés par plus de gens que juste l'arrondissement. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, il y a eu, dès que j'ai été élu, moi, j'ai discuté avec les gens de l'arrondissement parce qu'il y avait des revendications, parce qu'il y avait énormément de véhicules qui passaient sur Saint-Denis. Donc, il y a eu des mesures qui ont été prises, il y a eu des saillies qui ont été mis en place et des bollards. Donc, ça, c'est une chose. Ensuite, comme je le disais d'entrée, là, on a discuté avec les gens de Youville parce qu'il va y avoir une étude de circulation qui va être faite dans l'ensemble du quartier. Donc, c'est sûr qu'on est bien conscient qu'en ce moment, les rues qui sont perpendiculaires aux grandes artères, donc le Gendre, Louvain, sont utilisées comme voies de transit ou ils sont utilisées beaucoup par des véhicules. Donc, on est bien conscient qu'en ce moment, c'est peu sympathique pour les piétons. Donc, ça, c'est une chose qu'il va falloir évaluer par l'étude de circulation qui va être faite dans les prochains mois. Donc, c'est sûr que ça va aller de l'avant. On est bien, comme je vous dis, vous n'êtes pas la seule citoyenne là, à m'interpeller sur cette question-là. Pour la deuxième partie de votre question, je suis un peu en désaccord, là, je vous dirais, parce qu'il y a eu quand même beaucoup d'investissements qui ont été faits dans votre quartier. Là, vous l'avez vu, l'arrivée du rêve sur Berry et la jeunesse. Il y a eu aussi la mise aux normes de l'infrastructure sur Louvain. Donc, il y a aussi l'agriculture urbaine qui a été implantée entre Berry et la jeunesse à côté du chemin de fer. Et le site Louvain qu'on est en train de développer. Donc, je pense qu'il y a un certain nombre de choses quand même qui se passent dans votre quartier. Ça va me faire plaisir là, de communiquer, si vous communiquez avec moi, de continuer cette discussion pour que votre quartier soit encore plus beau. Mais inquiétez-vous pas qu'on ne le laisse pas tomber. Merci. Merci. On va pouvoir passer à la question suivante. Alors, la question 4 provient de Madame Agnès Martel. Je suis une jeune maman qui est inquiète du nombre de voitures qui utilisent les rues secondaires pour éviter le réseau Express Vélo. Qu'allez-vous faire pour éliminer cet achalandage non désiré? Alors, merci beaucoup, Madame Martel, pour votre question. En fait, il faut savoir que quand le rêve a été implanté, on a gardé le système de transformer une voie de stationnement en voie de circulation à l'heure de pointe.
Donc, sur Berry, le matin, il y a 2 voies de circulation et sur la Jeunesse, le soir, il y a 2 voies de circulation. Ensuite, il faut savoir aussi que quand on implante une nouvelle géométrie de rue, puis des nouveaux aménagements dans les rues, ça prend quelques semaines, voire quelques mois avant que les gens s'habituent, trouvent la bonne vitesse pour rouler sur ces rues-là, trouvent leur parcours idéal. Peut-être certaines personnes modifient leur horaire de travail. Il faut savoir aussi qu'en ce moment, avec la COVID, là, il y a beaucoup de bouleversements, de modifications. Et ensuite, il y a aussi, et c'est pour ça qu'on continue à construire des pistes cyclables, il y a aussi ce qu'on appelle le transfert modal. Donc, il y a aussi certaines personnes qui décident de changer leur mode de transport. Donc, de passer d'un mode de transport à l'autre. Donc, en ce moment, c'est difficile, voire impossible, en fait, de savoir quelle sera la réaction des gens par rapport aux rêves. Et donc, quelles seront les habitudes de circulation des gens qui sont dans l'axe Berry-la-Jeunesse. Ça va prendre plusieurs mois avant de voir les comportements. Et quand même, ce sont 2 axes qui vont rester prioritaires, là, avec 2 voies de circulation dans chaque sens qui relient quand même toute la ville. Donc, il va y avoir des modifications. Mais parallèlement à ça, comme dans toutes les démarches de l'arrondissement, on continue à faire des mesures, de voir aussi pour de l'apaisement de la circulation. Donc, au besoin sur les rues adjacentes à Berry-la-Jeunesse, si on constate et si vous constatez qu'il y a des problèmes de vitesse, par exemple, ou de voitures trop nombreuses, on fait des analyses et puis on implante des mesures d'apaisement de la circulation. Là, on implante plusieurs dizaines de mesures d'apaisement de la circulation chaque année sur les différents tronçons de l'arrondissement. Voilà, merci. La prochaine question provient de Mme Marie-Michel Poirier. Bonjour, est-ce qu'un sens unique est envisagé sur la rue Legendre-Est entre Saint-Laurent et Saint-Hubert? Serait-ce possible d'installer une traverse piéton devant le parc Henri-Julien? Et la circulation des autos et des autobus est devenue insoutenable dans le quartier. Merci. Alors, pour répondre à cette question, je passe la parole à M. Adrien Parizeau, conseiller du district. Merci. Vous m'entendez? Bon, super. Donc, merci pour votre question. Pour la question de la rue Legendre, ça a été une des questions dans le sondage du plan local de déplacement. Donc, c'était un peu mitigé comme réponse. Il faut savoir qu'il y a quand même un enjeu avec le garage de la STM, donc qui est au coin de Legendre et Saint-Laurent. Donc, il y a quand même un enjeu de circulation des autobus lié au fait que ce garage-là doit accueillir des autobus. Donc, la rue Legendre est utilisée quand même. Il va falloir faire, comme je l'ai dit plus tôt là, à 2 reprises, dans l'étude de circulation qui va être faite liée au plan local de déplacement, il va y avoir on va l'analyser, mais a priori, ça va être difficile d'établir un sens unique comme ça. C'est juste qu'il faut considérer encore, comme je le disais, la question des autobus comme voie de détour pour se rendre au garage. Donc, puis pour la question de la traverse, je vais laisser M. Côté répondre à la question. Oui, en fait, on va vérifier la situation, comment améliorer le lien dans le parc Henri-Julien. On va le confier à l'équipe de circulation. Donc, ça va être dans la liste à réaliser cet hiver comme étude pour implanter une traverse pour le parc Henri-Julien. Merci pour les réponses. On peut maintenant passer à la question suivante. C'est une question de M. Toufik Belfargi. Pourquoi les travaux sur la rue Clark entre Sauvé et Port-Royal ne sont pas considérés comme des travaux majeurs pour la ville? Pourtant, les travaux ont duré plus de 6 mois. Merci. Alors, pour répondre à la question, je passe la parole à M. Gilles Côté. Oui, bonsoir. Ce que je comprends dans votre question, c'est que vous voulez que ce soit inscrit dans le programme Artères en chantier. Je pense que la rue Clark, oui, c'est des constructions majeures. Par contre, pour être dans le programme PRAM Artères en chantier, il y a plusieurs conditions, plusieurs critères. Entre autres, que ce soit un secteur commercial et que le secteur commercial soit d'au minimum 70 bâtiments et de 930 mètres carrés de superficie pour 1 kilomètre linéaire. Donc, c'est probablement cette condition-là qui ne sera pas rencontrée pour la rue Clark. C'est pour ça que ça ne pourra pas s'inscrire dans le programme Artères en chantier, si c'est bien l'essence de votre question. Merci. On peut passer à la question suivante.
La prochaine question provient de M. Brian Payne. Une vingtaine de ménages locataires sinistrés au 11 945 rue La Chapelle logent toujours à l'hôtel et ce depuis le 7 avril 2020 aux frais de la Ville de Montréal. Le propriétaire tarde toujours à compléter les travaux pour rendre l'immeuble habitable. L'électricité est rétablie depuis le 23 septembre dernier, ce qui constituait le principal obstacle au retour de la majorité des locataires. Il reste à réparer le plafond du garage avec un coupe-feu et à faire fonctionner le système d'alarme. Qu'entend faire l'arrondissement pour que le propriétaire fasse cette réparation le plus tôt possible afin que les locataires puissent revenir dans leur logement? Merci pour votre question. Alors, je passe la parole à M. Gilles Côté, une fois de plus. Oui, alors l'information que l'inspecteur m'a transmise pour le dossier 11 945 rue La Chapelle, c'est un dossier important pour nous. Actuellement, le propriétaire a débuté les travaux, ça va bon train. Donc, il est en train de finaliser les séparations coupe-feu pour les murs et plafonds. Donc, ça va permettre que le bâtiment soit intègre et respecter les conditions du service incendie de Montréal. Donc, ça suit son cours et on attend toujours le certificat d'alarme incendie qui devrait arriver sous peu. Merci. Merci. On peut passer à la question suivante. Les prochaines questions proviennent de Mme Natalia Torres. Je vis à l'hôtel depuis plus de 7 mois, je n'en peux plus. L'attitude du propriétaire du 11 945 rue La Chapelle, qui consiste à retarder constamment les travaux pour décourager les locataires et faire en sorte qu'ils quittent définitivement l'immeuble, est un exemple parmi d'autres de ce qu'on appelle les rénovictions. Le propriétaire a reçu seulement 5 000 $ d'amende. L'arrondissement, face à ce propriétaire récalcitrant, pourrait publier un avis de détérioration. Qu'est-ce que l'arrondissement entend faire pour modifier sa réglementation et la rendre plus coercitive pour que ce type de situation ne se répète pas? Selon le dernier rapport pour l'inspecteur et le service d'incendie de Montréal, avant de donner son feu vert pour réintégrer les locataires au 11 945 rue La Chapelle, il faut que le propriétaire donne la certification du système d'alarme incendie et que l'intégrité des murs coupe-feu soit remise en état pour les appartements touchés. Est-ce que la Ville peut adopter une résolution pour octroyer un contrat et finaliser ses travaux dans le bâtiment si le propriétaire ne les résolut pas dans un terme d'1 mois? Le propriétaire retarde constamment les travaux pour profiter du temps en faisant des rénovations et à des portes fermées. Depuis 7 mois, plus de 30 familles, personnes avec enfants, personnes âgées, sommes à attendre pour retourner dans notre logement. Merci pour votre question, M. Côté. Pouvez-vous nous donner plus de détails là, sur ce même dossier? Oui, en fait, je pense que comme la dame l'a mentionné, là, la Ville en a déjà transmis 3 constats d'infraction pour un montant d'environ 5 000 $. De plus, la Ville a signifié au propriétaire son intention de transmettre le montant des frais d'hébergement à compter du 1er juillet. Donc, ça fait quand même plusieurs mois. Donc, c'est pour la première question. La deuxième question, est-ce que la Ville peut faire les travaux à la place du propriétaire? Malheureusement, puisque le propriétaire a débuté les travaux, la Ville ne peut pas intervenir à question de juridique et aussi comme la CNSST ne permet pas d'avoir 2 entrepreneurs. Donc, ça prendrait une maîtrise d'ouvrage. Donc, c'est un ouvrage complexe. Donc, on ne peut pas aller de l'avant dans prendre la relève du propriétaire. Mais les travaux ont lieu présentement et avancent bon train, ce qu'on me dit. Merci. On peut passer à la question suivante. Elle provient de M. Amonou Johnson. Je suis un des locataires sinistrés du 11 945 rue La Chapelle. L'arrondissement a annoncé le 13 octobre dernier que les locataires sinistrés pouvaient réintégrer leur logement. Le lendemain, les locataires se sont butés à une porte close. Le service des incendies de la Ville de Montréal avait condamné l'immeuble à cause d'un trou béant au plafond du garage, ce qui constituait un risque majeur d'incendie. Comment expliquer que l'arrondissement n'avait pas constaté ce problème majeur? Comment expliquer ce cafouillage? Êtes-vous conscient que ce manque de cohérence a engendré beaucoup de stress chez les locataires? Monsieur Côté, c'est toujours sur le même dossier. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous donner des détails par rapport à comment ça fonctionne rendu là? En fait, pour un peu répondre à la question, qu'est-ce qui est arrivé? En fait, l'inspecteur, nous, on a constaté que l'électricité et l'alarme incendie étaient fonctionnels le vendredi 9 octobre. Évidemment, on a transmis l'information à plusieurs intervenants qui voulaient avoir des suivis à propos de ça.
Nous, on a demandé une deuxième inspection sur le mercredi 13 octobre avec le service de l'habitation, le service incendie de Montréal et évidemment nous-mêmes. Et ce qui a permis de constater qu'on n'avait pas toujours en main le certificat de l'alarme incendie et que les séparations coup-feu étaient déficients. Donc, ce qui ne nous a pas permis, on n'a jamais donné l'ordre de revenir dans les maisons. Malheureusement, c'est une information qui a mal circulé. Merci pour ce complément d'information. Donc, on peut passer à la question suivante. Elle provient de Ms. Janine Renaud. Bravo pour les nouvelles plantations d'arbres vues dans le domaine Saint-Sulpice du moins. Pourquoi est-ce si ardu de savoir pourquoi 2 logements d'un HLM sont vacants depuis novembre 2018 quand il manque tant de logements sociaux? Et quel est le règlement pour le dompage des feuilles dans la rue qui souvent bloque les puisards? Alors, merci, Mme Renaud, pour votre question. Je prendrai la première. Donc, en fait, ni la ville ni l'arrondissement ne contrôlent les HLM. C'est l'Office municipal d'habitation de Montréal. Donc, je n'ai pas d'informations. Par contre, si vous m'envoyez un courriel, parce que je ne sais pas exactement de quel édifice vous parlez, si vous m'envoyez un courriel avec un peu de détails, là, je pourrais le faire suivre à nos partenaires de l'OMH pour tenter de trouver une réponse pour vous. Et pour la deuxième question, mais je passe la parole à M. Dominique Paquin, qui est le directeur des travaux publics. Merci. Bonsoir, Mme Renaud. Oui, pour ce qui est de l'enlèvement des feuilles, il y a 2 éléments là-dedans. On ne saisit pas bien avec votre question si vous parlez des feuilles qui viennent des résidences ou donc des terrains des citoyens qui vont entreposer dans la rue. Si tel est le cas, effectivement, ça, c'est contre le règlement municipal. Les gens doivent garder leurs feuilles chez eux puis les mettre en sac. Sinon, pour ce qui est de notre façon à nous de ramasser les feuilles dans la rue, quand vient le temps de ramasser un trop grand nombre de feuilles qui ne peuvent pas être aspirées par le balai habituel, donc on emploie différentes machines pour amener toutes les feuilles au coin des rues, puis on les laisse entasser. Des fois, on a des équipements pour être capable de ramasser les tas à mesure, mais ça arrive souvent aussi qu'on doit aller ramasser les tas quelques quarts de travail, voire quelques jours plus tard. Nos opérateurs, opératrices ont toujours la consigne d'essayer de ne pas bloquer les puisards autant que faire se peut. Ce n'est pas toujours possible s'il y a des autos d'un côté et de l'autre. Donc, des fois, on n'a pas le choix de laisser le tas de feuilles sur un puisard, mais en général, on essaie d'éviter ça. Merci beaucoup. On va passer à la question suivante. Elle provient de Mme Caroline Moisan. Récemment, une pétition a circulé dans notre quartier demandant de retirer la piste cyclable de la rue Prière entre Saint-Hubert et Papineau. Mon conjoint et moi sommes clairement en faveur du maintien de cette piste cyclable. Espérant une réponse positive, pouvez-vous nous confirmer que cette pétition ne sera pas mise en application? Alors, pour répondre à cette question, je vais passer la parole à M. Jérôme Normand. Oui, merci pour la question, Mme Moisan. Donc, nous, on n'a pas reçu la dite pétition. On n'a pas pu en prendre connaissance encore. Ceci dit, on va recevoir la pétition si elle est en bonne et due forme, puis en prendre connaissance, bien sûr. Ceci dit, maintenant, le projet de piste cyclable sur Prière et Soriol est un projet qui a été réfléchi, qui a été proposé aux résidents, sur lequel on a tenu des consultations dans le cadre du plan local de déplacement, qui relie, on le rappellera, 12 écoles, 7 parcs, qui permet à des plus jeunes et des plus âgés de se transporter avec divers moyens de transport actifs notamment, mais aussi des fauteuils motorisés pour des personnes plus âgées ou à mobilité réduite. C'est un projet qui permet une sécurisation des rues, un apaisement de la circulation, qui est un véritable outil de lutte contre les changements climatiques. Et on se rappellera qu'il y a une urgence climatique présentement. Donc, nous, notre position, elle est claire. On n'a pas fait ce projet-là sur un coin de table. On pense qu'il y a d'énormes bénéfices à ce projet-là. Et voilà pourquoi on croit en ce projet-là et on le maintiendra, bien sûr, là, à moins d'une révolution. Merci. Merci, M. Normand. On peut passer à la prochaine question. Elle provient de Mme Denise Landry et les propriétaires de Place Fleury. Nous sommes pour le gel de taxes pour l'an prochain.
À quel moment la borne Fontaine sera-t-elle réparée au 10 390 Place Fleury? Car depuis l'installation de la piste cyclable sur la rue Prieur-Ouest, nous avons beaucoup de voitures qui stationnent où les propriétaires peuvent et nous avons observé une personne prendre en photo la dite borne Fontaine car sa voiture avait une contravention. Belle contestation en perspective, la borne Fontaine hors d'usage, une voiture stationnée devant et une contravention sur le pare-brise. La sécurité de tous les propriétaires qui subiraient un incendie n'est pas une priorité pour nos élus. Alors, merci beaucoup pour votre question, Madame Landry. Concernant le gel de taxes, effectivement, la mairesse de Montréal en a fait l'annonce et je vous invite d'ailleurs à regarder le dépôt du budget de la Ville de Montréal qui aura lieu ce jeudi et qui donnera de très bonnes nouvelles pour l'ensemble des contribuables, mais particulièrement aussi pour les gens de notre arrondissement. Alors, concernant toute la question de la borne Fontaine, je cède la parole à M. Paquin. Oui, bonsoir, madame. C'est lors de notre inspection de la borne d'incendie plus tôt cette saison qu'on s'est aperçu qu'il y avait des anomalies. Donc, on l'a mis hors service. Ce qui est important à noter, par contre, c'est que dès qu'on met une borne d'incendie hors service, pour quelque raison que ce soit, le service des incendies de Montréal est avisé. Donc, ça fait partie de leur plan d'intervention. Tous les camions ils sont équipés, ils savent exactement ce qu'il y en est, que telle et telle borne d'incendie sont non disponibles. Donc, ils font leur plan de match en conséquence. Puis, de ce que j'ai su aujourd'hui, c'est que c'est des réparations mineures qu'il y a à faire sur cette borne d'incendie en particulier devant chez vous. Et puis, les travaux vont se faire avant l'avenue des Grands Foix. Là. Donc, d'ici quelques semaines, les travaux vont être faits sur cette borne d'incendie en particulier. Merci pour cette réponse. On peut passer maintenant à la dernière question. Elle provient de Mme Dina Carbonnet. Bonsoir. Lors du conseil d'octobre, vous sembliez nous répondre qu'il n'y a pas d'autre solution pour régler les problèmes de trafic, bruit, propreté, etc. sur notre tronçon de rue à part bouger les façades des maisons. Nous sommes en mode solution simple et on voudrait vous les proposer. Exemple, régler les autobus en transit ainsi que la circulation auto en transit et camionnage, dos d'âne, mise à sens unique comme les rues La Jeunesse et Berry, interdiction de virage, arbres de petite taille et pots de fleurs, etc. Si ce trafic est lourd et intense maintenant, nous vivrons quoi quand la pandémie sera enfin derrière nous? Merci, à très bientôt. Alors, merci, Mme Carbonnet, pour répondre à la question. Je passe la parole à M. Jérôme Normand, qui est le conseiller du district. Oui, merci beaucoup pour la question, Mme Carbonnet. Donc, comme vous le savez, on s'est rencontrés, on a discuté ensemble à plusieurs reprises depuis les 3 dernières années. Je vous ai visité aussi à quelques reprises, vous et le comité qui est mobilisé autour de chez vous. Je pense que ce que je voulais dire en octobre, c'est certainement pas qu'il fallait reculer les façades, mais que la configuration de la rue faisait en sorte que nécessairement la proximité des façades contribuait à l'effet poussière et bruit. Mais également, ce que je disais, c'est qu'on a, suite à nos diverses rencontres, mis en place plusieurs mesures. On a ajouté une balise centrale, on a fait des campagnes de sensibilisation avec le PDQ par rapport au transport de marchandises. On a ajouté une signalisation interdisant le transport de marchandises sur la rue. On a fait des mesures de vitesse et de volume pendant 2 semaines pour vérifier le volume en 2019, qui donnait d'ailleurs une vitesse moyenne de 24 km/h. On a posé des affichettes contre les dépôts sauvages. On a contacté la STM, le directeur de cabinet de la STM, pour faire des pressions pour changer les trajets d'une des 2 lignes d'autobus. Donc, on a mis en place de nombreuses mesures suite à nos discussions ensemble. Et je pense toujours, j'en ai parlé à la réponse à la première question, qu'il faut entrevoir la transformation de ce secteur-là en mettant ensemble de l'île et de Lormier, puis voir quel serait le meilleur aménagement pour ne pas se retrouver avec des effets pervers sur d'autres rues en ne faisant que déplacer le problème, que cela demandait des explorations à plus moyen terme que les petites mesures qu'on pouvait mettre en place rapidement. Mais ceci dit, on n'est pas fermé à de nouvelles idées, puis je serai toujours en discussion avec vous, donc il me fera plaisir de vous recontacter pour prendre rendez-vous, puis qu'on voit quelles autres mesures on peut mettre en place à court terme et continuer notre travail avec nos services pour des mesures plus structurantes à moyen terme. Merci. Alors, merci, M. Normand. Je pense que ça termine la période de questions, n'est-ce pas, Mme Châteauvert? Oui, tout à fait.